Alors, bonjour, ça y est, aujourd'hui, on va enfin parler politique. Je vous l'ai annoncé dans une précédente vidéo et en particulier, on va parler de ça. Alors ça, c'est quoi? Pour certains, c'est un ustensile de cuisine, effectivement, et pour d'autres, c'est un outil politique. Heu, J'irais presque jusqu'à dire un outil politique peut-être, aussi intéressant ou plus intéressant qu'un bulletin de vote. Là, ça n'engage que moi, évidemment. Alors, pour essayer de comprendre, on va parler de notre démocratie en France. Qu'est-ce que la démocratie à la française? Bon, la démocratie, c'est assez simple, c'est un régime où le peuple est souverain. Peuple souverain, ça ne veut pas dire que c'est le peuple qui décide, ça ne veut pas dire que c'est le peuple qui possède le pouvoir. Ça, c'est deux choses différentes. En fait, dans notre démocratie, le pouvoir, c'est notre bulletin de vote. On va déléguer notre pouvoir. C'est-à-dire qu'on est réellement libre tous les 5 ans, pendant quelques minutes dans l'isoloir, jusqu'au moment où, ouf, on met notre bulletin dans l'urne, et là, c'est terminé. On donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait dire à notre classe dirigeante actuellement, à l'exécutif en particulier, qu'ils ont été élus pour une mission, qui compte remplir une mission. Qu'ils ont été élus, hein, un CDD de 5 ans, je vais aller jusqu'au bout du CDD. Sous-entendu, j'ai tout pouvoir et vous n'avez plus rien à me dire. Et voilà, on a cette idée, ça y est, que la démocratie, c'est l'esclavage pendant 5 ans, jusqu'au jour du grand pardon où on nous rend notre liberté, l'espace de quelques minutes dans l'isoloir. C'est une conception de la démocratie qui peut vous convenir. En tout cas, elle semble convenir à ceux qui détiennent le pouvoir. J'aime bien rappeler que le pouvoir a d'abord une base légitime. Le boulanger a tout pouvoir dans son atelier pour faire cuire, l'artisan boulanger en tout cas, pour faire cuire votre pain. Très bien. Le capitaine du vaisseau a tout pouvoir de commandement sur son navire. Et c'est très bien. Hein. Et ça, c'est lié. Allez, on va quand même aller plus loin. C'est lié à l'autorité. Voilà. Ils ont une autorité légitime dans leur domaine de compétences. Alain ira jusqu'à dire que chacun est roi dans son domaine. Moi, je suis médecin, donc je suis roi dans mon domaine qui est l'étude des signes et l'explication aux patients. Et des fois, on aurait envie d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a la base légitime du pouvoir qui est assis sur l'autorité. L'autorité, ça veut dire qu'on n'est pas là, on n'impose pas. L'autorité n'impose pas par la force. L'autorité ne cherche même pas à convaincre. D'accord? On suit l'autorité parce qu'elle est légitime. Cette base légitime. Mais chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à aller un petit peu plus loin. D'accord? On a une recherche de pouvoir parce que le pouvoir est gratifiant, tout simplement. Et si je reprends un exemple qui me concerne, moi en tant que médecin, eh ben, j'ai un pouvoir légitime qui est de étudier les signes, faire un diagnostic, informer mon patient. Et on peut aller basculer assez rapidement dans un pouvoir légitime qui est de prendre une emprise sur le patient. De, par exemple, prendre des décisions pour le patient. Hein. D'avoir cette idée, oui, mais moi je sais ce qui est bon. À sa place, je ferai ça. Et donc, il doit se ranger à mon avis. Et dès qu'on arrive dans le pouvoir illégitime, dans la recherche de pouvoir, eh ben, on ne peut plus se baser sur notre autorité, donc on va employer la force, parfois évidemment la violence. La force n'est pas toujours violente, mais assez souvent, eh ben, la violence en médecine, c'est quoi? Forcer le patient à accepter un traitement. Voilà, je suis cancérologue, vous avez un cancer. Si vous ne faites pas ce que je dis, vous allez mourir. Donc, rentrez dans ce protocole, venez, vous signez ici, j'ai eu votre consentement. Ouais, mais un consentement quand même un petit peu arraché au forceps. Dans le cadre de l'autorité, enfin, non, pas de l'autorité, du pouvoir politique, c'est quelque chose aussi d'assez manifeste. Et j'ai presque envie de dire ici, on va s'arrêter 2 secondes et on va essayer de les excuser un tout petit peu. Le pouvoir a quelque chose de fascinant. Hein. Quand vous avez un ministre de la Santé qui arrive dans votre hôpital, qui peut-être va fermer ses portes dans quelques mois parce qu'on n'a plus de médecins aux urgences, en particulier parce qu'on a viré des médecins qui n'acceptaient pas de se soumettre à tel ou tel traitement médical, et que vous accueillez, vous êtes responsable dans cet hôpital, vous accueillez le ministre comme le Messie et vous lui dites, hein, petit cirage de pompe, un petit léchage de bottes, ou d'autres choses que les bottes d'ailleurs, ça donne mauvaise haleine, attention. Eh ben, j'ai presque envie de dire, mais oh,
Pauvre ministre. C'est-à-dire qu'il n'est jamais confronté à la réalité. Le pouvoir a cet attrait, le pouvoir a cette fascination, exerce une telle fascination que ces gens-là finissent par être hors sol. On pourrait entrer dans d'autres détails, qui est de dire que en France, on l'a dit, la démocratie est souveraine, elle délègue son pouvoir tous les 5 ans au roi. Je veux dire, on a un fonctionnement assez tyrannique dans la Ve République. Le président de la République a beaucoup de pouvoir, et puis à son aristocratie, son gouvernement. Certains iront un peu plus loin en disant que derrière, il y a aussi une oligarchie qui s'installe avec des gens qui ont le pouvoir, par l'argent, par les moyens, par la fascination eux-mêmes qui exercent, et que l'autorité, le pouvoir politique lui-même est sous la dépendance d'un autre pouvoir, d'autres puissances, notamment l'argent. Pour l'instant, on va surtout retenir, comme moi je retiens, que c'est pas tellement la recherche de l'argent, éventuellement, qui les intéresse, mais qui est toujours avoir cette quête de pouvoir, cette quête de reconnaissance, quelque part. On va chercher à être reconnu, non seulement et aussi chez celui qui nous domine, il y a toujours cette idée, quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous, je vais aller chercher l'assentiment de celui qui me domine. Ça, c'est ce médecin de petit hôpital de campagne qui fait du lèche-bot au ministre de la Santé, mais lui-même, le ministre de la Santé, est peut-être sous la tutelle d'un président de la République ou d'une autorité, je sais pas, un groupe pharmaceutique, par exemple, très très puissant, en tout cas des gens à qui il va vouloir plaire. Puis il y a toujours le peuple aussi. Évidemment, le peuple ne vient pas réclamer tout de suite son dû. On revient à notre histoire de boulanger. Notre boulanger a toute autorité, il fait son pain, il fait ses baguettes, sauf que moi je suis client et c'est pas envie d'une baguette trop cuite. Et il a tendance à faire trop cuire son pain. Donc je vais pouvoir avoir un rétro-contrôle, un effet sur mon boulanger. Lui expliquer que, oui, si vous avez une baguette un peu moins cuite, c'est plutôt mieux. Ah ouais, la dernière fois, un peu croustille, un peu de cramé en dessous. Voilà. Et donc je vais avoir un effet direct sur le roi. D'accord, sur le roi boulanger. Et c'est un petit peu ce qu'on a perdu. C'est-à-dire que dans cette culture de dire, en France, on a voté, tous les 5 ans, on donne notre pouvoir et après, on n'a plus qu'à être en esclavage, en servitude, on a perdu tout pouvoir. On finit par avoir une classe pensante et une classe exécutante dans tout ce qu'on fait. Et il n'y a plus de lien entre les deux. C'est complètement coupé. À l'usine, on est là pour remplir une fiche de poste et on n'a pas du tout d'effet sur notre travail. On ne nous propose pas d'améliorer notre outil de travail ou notre chaîne de production. Je crois que c'est un tort et je pense qu'en politique, en tout cas, il faut qu'on redécouvre ça. Ça commence par redécouvrir la pensée. Si on est la classe exécutante, si on est le pauvre petit peuple, il va falloir commencer par retrouver notre pensée. Et ça, c'est pas commode. Et ça, c'est pas habituel. Ça fait des années, peut-être depuis qu'on est tout petit. On est déjà allé à l'école, 7 heures par jour, le cul vissé sur une chaise, à apprendre, même pas à apprendre d'ailleurs, à emmagasiner des connaissances. Et on fait des petits savants parce qu'ils connaissent leurs théorèmes. Voilà, vous allez me dire peut-être plus maintenant, parce qu'on leur a fait bouffer des tables de multiplication. C'est peut-être ça peut être utile, tant que c'est un moyen. Un théorème, ça doit rester un moyen, c'est pas une fin en soi. Je suis scientifique, je suis médecin, je suis pas là pour apprendre l'état de la science. Je suis là pour apprendre à raisonner. Simone Weil, la philosophe, nous expliquera que on apprend aujourd'hui, malheureusement, trop souvent à appliquer des méthodes, alors qu'il faudrait revenir à un esprit méthodique. Les cartésiens, c'est pas, je crois tout ce qui est noté dans mon livre de sciences, non. C'est pas, oui, je crois pas à tes idées de religion, et moi, il me faut du concret. Non, c'est pas ça. L'esprit cartésien, c'est d'avoir l'esprit méthodique, d'aller retrouver nos compétences, notre réflexion, notre pensée personnelle. Première chose pour échapper à une société de contrôle, c'est une réflexion, retrouver une pensée personnelle. Et la deuxième chose, j'y viens. La deuxième chose, je pense que ça a à voir avec ça. La deuxième chose, c'est d'avoir un contrôle sur ceux qui détiennent le pouvoir. Voilà. Si je règne, et si je veux régner plus qu'une fois tous les 5 ans, il faut que je puisse continuer à avoir un contrôle.
Alors voilà, en France, on avait la liberté d'expression qui permettait de faire des jolis billets doux, des pamphlets, de pouvoir se moquer de ceux qui ont le pouvoir, de pouvoir être irrespectueux, irrévérencieux. Et c'était un moyen de faire naître une opinion publique. Il y a cette espèce de gros machin, hein, ce grosse société qui pense, ce Léviathan, sa pensée, ça va être l'opinion publique. Et aujourd'hui, l'opinion publique, elle est façonnée par qui? Par les médias, qui sont directement en contact avec les jeux de pouvoir, politiques ou oligarchiques. Ce qui fait que cette opinion publique, elle nous échappe complètement. On l'a vécu dans la crise sanitaire qui vient de s'écouler. On n'osait pas dire autour de nous qu'on n'était pas d'accord avec tout ce qui passait à BFM. Les gens avaient peur d'être lapidés sur place, ils osaient dire que oh non, moi ça me dérange de porter un masque et d'arrêter de sourire aux gens. Les gens n'osaient pas dire publiquement que ben oui, à Noël, nous on est une grande famille, on était 15 et c'était super. Et enfin, on a eu l'impression de vivre normalement. Les gens n'osaient pas dire ça. Donc ça restait une opinion privée, les gens restaient enfermés dans leur propre monde. Hein. L'isolement, l'isolation, la désolation, hein, être privé de son sol, être privé de ses racines. Aujourd'hui, on isole les gens dans leur vie. On isole les gens sur leur téléphone, on isole les gens dans leurs médias, on isole les gens sur leur journal. On les coupe complètement de toute la pensée concrète pour les soumettre à une opinion publique construite et fabriquée, qui n'est peut-être pas d'ailleurs l'opinion privée majoritaire. C'est une opinion construite. Et les moyens qu'on avait à certaines époques où on placardait des petits billets, où on avait des journaux satiriques, c'était un moyen justement de faire sortir cette opinion privée majoritaire. C'était un moyen d'agir sur l'opinion publique, de la rendre un peu plus concrète, un peu plus réelle, cette opinion publique. Aujourd'hui, soi-disant liberté d'expression, mais attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux parce que vous êtes immédiatement censuré. Aujourd'hui, on a des personnes qui luttent contre les fake news et qui finalement vous donnent du prêt-à-penser. Il y a ce que vous avez le droit de penser et il y a le reste. Attention, ne soyez pas le méchant de l'histoire. Aujourd'hui, en France, on a toujours le droit de manifester, mais on risque de se faire éborgner. Ah, pas de bol. Alors qu'est-ce qui nous reste pour nous exprimer? C'est là qu'il va falloir être inventif. C'est là que certains ont commencé à réinvestir l'espace public. Vous savez que vous avez les panneaux d'affichage dans toutes les villes. Vous pouvez avoir la liste. Vous avez le droit d'afficher ce que vous voulez dessus. Vous saviez ça? Bah peut-être qu'il est temps de réinvestir ces panneaux d'affichage. Et puis on a cette idée, voilà, de se dire, partout où ces personnes qui tiennent le pouvoir, qui m'ont oublié et qui ne font que de regarder en haut et qui ne regardent plus le peuple, partout où ils vont, on sera là pour leur rappeler que c'est nous qui régnons, que c'est nous le peuple. Ils n'ont pas le droit d'aller contre nous. Ça, c'est ce qui s'appelle prendre le contrôle. Alors, c'est sûr que dans un régime politique idéal, on n'aurait pas forcément besoin d'aller taper dans les casseroles. C'est vrai qu'on ne discute pas avec les casseroles, mais on n'est pas là pour discuter en fait. À l'inthéorie, on a d'un côté l'ordre, et l'ordre est nécessaire socialement. Hein. C'est grâce à l'ordre que j'ai le droit, enfin, que je peux avoir une propriété privée. Discuter de la propriété privée, mais la plupart des gens sont plutôt intéressés par ce concept-là. C'est grâce à l'ordre que je peux posséder. C'est grâce à l'ordre que je suis en sécurité, ou en tout cas qu'on arrive à calmer ma peur de l'insécurité. C'est grâce à l'ordre, tout ça. Est-ce que je suis prêt à cracher sur la société? Je ne suis pas sûr. Est-ce que je suis prêt à faire révolution et à détruire tout ce qui existe? C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce qui vient après sera mieux. Pour l'instant, je veux dire, cette société ne me convient pas telle qu'elle est. Je veux la réformer, mais je ne suis pas prêt à la mettre par terre. On peut se poser la question de la non-coopération non violente aussi, hein, c'est une des choses qui me touche beaucoup. La non-coopération non violente, justement, c'est de respecter l'ordre, obéir dans un sens. On ne désobéit pas, on obéit, mais on arrive dans le deuxième point. À côté de l'ordre, il y a la liberté. La liberté qui va nécessiter d'avoir en permanence un mouvement de résistance. Donc, on maintient l'ordre, c'est-à-dire que on va pas brûler des maisons, on va mettre sur nous les conséquences de notre lutte, d'accord, mais on a une résistance constante. On vient toujours mettre sur la table publiquement notre opinion. On vient, voilà, on ose dire notre opinion, quitte à ce que ça ait des conséquences sur nous. Et voilà, encore une fois, inventif. Bon, les casseroles, ça me paraît être une bonne idée.
Voilà, en clair, ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est un petit peu dense, effectivement. Posez-vous la question, savoir quelle démocratie vous voulez en France. Est-ce que vous voulez être libre une fois tous les 5 ans? Ou est-ce que vous voulez pouvoir dire stop, pouvoir dire non, pouvoir résister contre une idée vous oppresse? Il y a tout un rôle aussi à jouer en dehors de la sphère publique, hein. Dans votre sphère privée, bien sûr, le témoignage est, je crois, essentiel. Combien de fois est-ce que vous êtes rendu compte que quand vous croisez Micheline à Intermarché au coin et que vous commencez à oser tout doucement aborder certains sujets, et ben en fait elle rebondissait, elle était d'accord, et d'un coup, pof, un sourire, on est content. Et là il y a des flots, et Micheline elle se lâche, elle balance parce que en fait elle attendait que ça, elle avait l'impression d'être toute seule dans sa tête, et en fait non, elle n'est pas toute seule dans sa tête. C'est un moyen de dire non, nous ne sommes pas tout seuls dans la tête. Oui, nous voulons garder notre pouvoir un petit peu plus qu'une fois tous les 5 ans. Oui, nous avons le droit de dire au boulanger, votre baguette est trop cuite, et c'est pas grave, hein, si vous voulez continuer à faire ce pain-là. Mais moi, je ne veux pas de ce pain-là. Et un jour, vous ne pourrez plus vendre son pain si vous continuez à nous le donner de cette façon-là. Merci, à bientôt, et cuisinez bien. Ciao!